Je vais vous raconter l'histoire incroyable, mais qui est vraie, d'un gars qui est sous l'enquête de la brigade du grand banditisme. Et si je sais tout ça, c'est parce qu'il y a 3 semaines, un de mes potes s'est retrouvé dans une prise d'otage à Lyon, liée à toute cette histoire. On commence depuis le début. J'ai un pote, il a un incubateur des entreprises du Web3. Grosso modo, ça veut dire qu'il va accompagner des entreprises de l'économie réelle, donc des entreprises classiques, à se développer. Et lui, son job, c'est de les aider à faire des levées de fonds, mais avec de la crypto. Donc il va créer une crypto pour cette entreprise-là, aller contacter la communauté, donc les clients et les gens qui aiment cette entreprise, leur proposer d'acheter de la crypto, ça va permettre de lever des fonds pour aider l'entreprise à se développer. Ça fait plusieurs années que la boîte est installée et ils ont lancé plein de projets comme ça. Un jour, mon pote, il va lancer une boîte dans son incubateur, et en plus c'est une boîte qui est vraiment géniale, qui s'appelle Civic Power. En gros, l'idée c'est qu'au lieu d'aller dans un bureau de vote pour voter pour le prochain président, tu puisses le faire de chez toi, depuis ton ordinateur ou ton téléphone, et que ça soit aussi sécurisé, voire même plus sécurisé qu'un bureau de vote, grâce à la blockchain. Donc tu penses bien que moi qui déteste l'admin, j'ai adoré ce projet. Et ils ont fait leur levée de fonds en crypto. Donc les gens ont donné de l'argent, en échange ils ont eu de la crypto du Civic Power, et l'entreprise peut utiliser l'argent pour son développement, pour aller plus loin. Ça c'est un schéma assez finalement classique de levée de fonds en start-up, mais en y intégrant le côté crypto. Les investisseurs qui font ça en projet crypto, c'est la même chose que les investisseurs en start-up, donc vraiment ils vont mettre cet argent là, sauf qu'ils récupèrent de la crypto, et une fois que la crypto aura grossi, ils pourront la revendre, et en général, ce qu'ils vont attendre c'est un x10 ou x20. Donc c'est exactement comme investir dans une start-up. Sa levée de fonds se passe bien. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle WeTrade qui a mis 600 000 € dans le projet. Eux, ils rencontrent le fondateur de ce fonds d'investissement. Ils ont un très bon feeling avec lui. La personne, elle est très transparente, notamment sur le fait que dans sa jeunesse, elle a fait de la prison parce qu'elle a fait quelques conneries. Comme il le cache pas, ça rassure mes potes, etc. Mais c'est là que les embrouilles commencent. D'où provient ce fonds d'investissement WeTrade? Pourquoi est-ce que ce fonds d'investissement, il est troublant en fait? Pour rappel, un fonds d'investissement, c'est un portefeuille dans lequel les gens vont mettre de l'argent. Et les gestionnaires du fonds d'investissement, eux, ils ont la charge d'aller étudier les projets dans lesquels investir pour faire les meilleurs investissements possibles pour tous leurs clients. L'idée, c'est de maximiser les profits des investisseurs. Le fonds d'investissement, c'est une entreprise qui est extrêmement surveillée. L'État regarde vraiment ce qui se passe dans les comptes tous les 15 jours, grosso modo. Sauf que les fonds d'investissement en crypto, c'est pas encore régulé par l'État. Il n'y a pas de législation qui permette que ça soit aussi structuré qu'un fonds d'investissement classique. Ça ne veut pas dire que tous les fonds d'investissement en crypto sont mauvais, mais ça veut dire qu'il peut y en avoir. On va s'attarder sur le fonds d'investissement WeTrade parce qu'il est intimement lié à cette histoire de prise d'otage et d'arnaque. Donc je vais faire quelques recherches sur le fonds. Bon alors, ce que j'ai découvert là, c'est que le fonds d'investissement, il a été créé par Bolzi, c'est son surnom sur Twitter. Et il a aussi un compte Instagram où il montre vraiment une vie de rêve, où il est devant des voitures de luxe et des grosses villas. Sur Twitter, si on remonte très loin dans ce qu'il propose, en fait, il montre qu'il a fait beaucoup d'argent. Il envoie des screenshots d'argent qu'il a fait, c'est toujours sur FTX, et il a commencé à se faire un petit nom, il a genre 7000 abonnés sur Twitter. Et on voit qu'il y a 2 ans, il a ouvert un groupe Telegram, qui est en fait le support de communication de son fonds d'investissement. Déjà, il y a un truc que moi je sens pas du tout dans sa communication, c'est qu'il communique beaucoup sur le luxe. On voit qu'il est extrêmement agressif dans ses communications. Il va beaucoup aussi trasher d'autres personnes qui communiquent sur les cryptos. Et ça, c'est une technique classique des scammers, d'intégrer en fait dans leur ligne de communication, d'aller trasher les autres. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'en savoir plus juste en regardant ses réseaux sociaux. Du coup, j'ai fouillé Instagram et Twitter, mais je me suis aussi infiltrée dans le compte Telegram pour pouvoir en savoir plus. Bon, et ok, je vois 5 gros red flags en fouillant aussi le contenu sur Telegram. Déjà, il continue d'être hyper agressif. D'un côté, il vulgarise les cryptos, donc il va avoir un vocabulaire qui va être simple, et d'un autre côté, il va y intégrer des tonnes de termes complexes, comme pour donner l'impression aux gens qu'ils peuvent pas comprendre. En faisant ça, en réalité, il ne donne pas des clés d'apprentissage aux gens, il donne l'impression qu'il y a que lui qui connaît et qui comprend. Au final, il va déresponsabiliser sa communauté, de faire leurs propres recherches et de faire leur propre plan d'investissement, et il va leur dire faites tout ce que moi je vous dis de faire. Et ça, c'est un énorme red flag. Et là, je me suis posé une question, comment c'est possible que le groupe Telegram existe depuis 2 ans
Les gens ont en moyenne investi entre 2 et 3 millions dans son fonds d'investissement, et à ce stade, personne n'a jamais récupéré son argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est en furie sur Twitter et sur tous les réseaux en parlant de ce gars-là? Et bien en fait, c'est parce que le mec, à chaque fois que quelqu'un soulève une question sur ses projets, sur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas revu l'argent, il se fait ban de sa communauté. Mais même si le mec a investi. Donc il se fait ban et son argent il est perdu. Et alors le pire truc, le truc le plus grave qu'il faut absolument que tu saches, c'est la manière dont il fait pour lever des fonds. En fait, je l'ai vu faire sur Twitter et il le fait aussi sur Telegram. Il va dire, moi j'ai investi dans tel projet, je vais investir tant. Voici l'adresse du wallet, donc du portefeuille crypto sur lequel il faut que tu envoies des fonds. Et les gens, ils envoient juste leur argent. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de forme juridique, il n'y a rien qui prouve que tu n'auras jamais un retour sur quoi que ce soit. C'est exactement comme si tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit tiens, donne-moi ton argent, je vais l'investir de mon côté, et toi tu lui donnes ton argent, t'as rien qui prouve que tu lui as donné ton argent, t'as rien qui prouve combien tu lui as donné, et le gars, il fait ce qu'il veut derrière. Là, on se rend compte que ce fonds d'investissement, c'est très probablement une énorme arnaque. Bon, on va aborder le sujet le plus difficile de cette vidéo. Je vais essayer de te transmettre au maximum le point de vue de mon pote qui m'a raconté en détail tout ce qui s'est passé. Il en a d'ailleurs aussi fait un live auprès de sa communauté, mais je l'ai appelé pour lui poser un maximum de questions pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. Donc il y a 3 semaines, mon pote qui a créé le projet Civic Power, qui a levé des fonds grâce à WeTrade, donc le fonds d'investissement de Bolzi, et bien il y a 3 semaines, mon pote, il commence à recevoir des messages super étranges de la part de Bolzi. Comme quoi, il a besoin d'argent parce que sa vie, elle est menacée, et que actuellement, il est en train de traverser plusieurs pays dans le coffre d'une voiture. C'est hyper inquiétant. Et mon pote, quand il voit le message, il le reçoit dans la nuit, il reçoit des tonnes d'appels, mais il le voit pas. Et du coup, le lendemain, quand il rappelle, il n'a pas de réponse. Il est sans nouvelles depuis 2 jours et il va travailler. Et à la fin de sa journée, il va dans un de ses bars habituels à Lyon. Et là, dans un coin du bar, il voit Bolzi. Il est un peu seul et il a l'air vraiment dans un sale état. Sauf que, avant qu'il ne puisse aller le voir, il se fait encadrer par 5, je sais pas exactement quel était le nombre, mais on va dire 5 mecs qui font peur, qui ont l'air énormes, qui ont l'air d'être des gros mafieux. Ils voient pas de flingue, mais ils en devinent. Et ces mecs-là, ils lui disent tu vois, Bolzi là-bas, il nous doit de l'argent. Et toi, tu as l'argent de Bolzi, donc tu vas nous le donner maintenant. Et lui, il arrive pas du tout à croire ce qui se passe. Enfin, à mon avis, il est totalement en état de choc. Il avait l'impression d'être dans un film. Normal, te faire arrêter dans un bar pour te faire... Enfin, c'est racketter de l'argent, quoi, à ce stade. On parle de 600 000 euros. Il dit qu'il avait envie de partir, mais qu'en fait, il était bloqué. Il avait peur pour sa vie et il se disait que si jamais là il partait, il était foutu, quoi. Sa défense a été de dire mais en fait moi j'ai pas accès à cet argent là, c'est l'argent de la boîte. Du coup les mafieux ont demandé à appeler son associé. Ils l'ont eu au téléphone et son associé il a réussi à négocier au téléphone que en fait cet argent là il pouvait pas le sortir comme ça et que du coup il leur fallait un délai d'1 semaine pour réussir à sortir l'argent. Et c'est comme ça que mon pote a été libéré et qu'il a pu partir. Et du coup, mon pote et son associé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés tout de suite à la brigade de répression du banditisme, la BRB de Lyon, pour expliquer tout ce qui s'était passé. Et quand ils sont arrivés, ils ont découvert qu'il y avait genre une équipe de 10 personnes qui étaient déjà sur le sujet, qui avait une enquête en cours. Et ils ont passé les semaines qui ont suivi avec les flics à éplucher toutes les preuves et toutes les informations à leur disposition. Et le rôle de mes potes, c'était de faire de la reconnaissance faciale de toutes les personnes qui étaient là en fait. Et pour ça, la police, elle a épluché toutes les caméras de surveillance qui étaient à disposition, toutes les caméras dans la ville de Lyon, à l'aéroport. Ils sont allés vraiment suivre leurs traces sur tous leurs mouvements qu'ils ont fait jusqu'à Lisbonne. Et c'est là que ça devient un délire. Parce que le mismatch, c'est que Bolzi, il dit qu'il a traversé le pays, je sais plus dans quel sens, dans un coffre de voiture, alors que les flics, en allant regarder les caméras de surveillance dans les aéroports, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Bolzi avec le reste de la bande des mafieux qui se déplace en toute liberté, qui va fumer une clope dehors, enfin qui pourrait clairement s'enfuir mais qui ne le fait pas. Et du coup, ils vont analyser qu'est-ce qui a payé les billets d'avion. Et ils voient que c'est la même carte bleue qui a payé les billets d'avion de tout le monde. Et alors là, ils ont commencé à remettre en question, en fait, les relations entre Bolzi et les mafieux, parce que mes potes à moi, ils sont allés voir les flics en disant notre investisseur Bolzi, il est pris en otage par des mafieux et il est vraiment dans la merde. Et les flics ont commencé à se poser la question sur la situation de Bolzi dans ce lien, en fait, avec les mafieux. Ils sont allés fouiller dans les portefeuilles crypto et ils ont trouvé qu'il y avait des mouvements étranges. Quand tu fais transvaser de l'argent en crypto, tu peux réussir à rester totalement pseudonyme, donc personne ne sait qui tu es. En revanche, si tu veux transformer de l'argent
crypto en euros, tu es obligé de passer par une boîte centralisée. Donc ça peut être Binance ou à l'époque FTX, etc. Mais t'es obligé si tu veux transformer des cryptos en euros. Et bref, parmi les théories de la police, qui sont totalement, donc juste vraiment des théories, il serait possible que Bolzi, il ait travaillé avec la mafia pour blanchir de l'argent à un moment donné. Sauf que, le fonds d'investissement de Bolzi, c'est potentiellement une arnaque à ce stade, on sait pas, mais tous les signes donnent cette impression-là. Qu'est-ce qu'ils font ces petits investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent? Ils font des tweets en disant qu'ils sont énervés contre Bolzi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Rien. Et qu'est-ce qu'ils font les mafieux quand on leur doit de l'argent? Eux, ils sortent les guns et ils te menacent et ils te demandent de le rendre. Du coup, à ce stade, ce que les flics imaginent, c'est que, en fait, Bolzi, il avait tout ou presque tous ses fonds sur FTX et que ça a craché. Donc quand la mafia lui a demandé de lui rendre son argent, en tout cas il est possible que ce qu'il ait pensé c'était moi j'ai plus d'argent, mais s'il y a bien quelqu'un que je suis obligée de rembourser, c'est la mafia, et donc je vais leur dire que le dernier argent que j'ai eu, en fait maintenant il est chez Civic Power. Alors que ces 600 000 € là, ils lui appartenaient pas, hein, soyons bien clairs, il appartient à sa communauté. C'est là qu'on se rappelle que Bolzi, il a avoué avoir fait de la prison il y a 10 ans pour avoir arnaqué de près de 600 000 € aussi sa communauté. Pour l'instant on n'en sait pas plus, la mafia est repartie. Bolzi de retour au Portugal, où il est toujours actif sur ses réseaux, ce qui est tout à fait incroyable, mais en faisant mes recherches, j'ai vu qu'ils avaient commencé à sortir des sites Bolzi Scam, des groupes Telegram Bolzi Scam, donc les gens commencent vraiment à se réveiller sur la question. Aujourd'hui mes potes vont bien, ils sont entourés et aidés par les flics, et l'enquête suit son cours. Par contre, ceux qui ont vraiment perdu, à ce stade, ce sont tous les investisseurs qui sont passés par le fonds d'investissement de Bolzi qui s'appelle WeTrade. Non seulement la police pense que on imagine à peu près 3 millions qui ont été investis par le fonds sont totalement perdus, mais même sur les 600 000 € qui ont été investis dans la boîte de mon pote, en fait, puisque la structure juridique n'existe pas, puisque Bolzi n'a jamais eu de fichier de suivi de qui a investi combien et quand, en fait, on peut pas savoir qui a investi. Donc tous les gens qui ont filé un billet, ils l'ont perdu. Il y a aucun papier légal, il y a aucune déclaration. On sait juste que à un moment, c'est Bolzi qui a récupéré l'argent, mais impossible de savoir qui a participé à cette levée de fonds. Donc impossible de le redistribuer. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, outre le fait divers que c'est d'avoir vécu une prise d'otage, c'est comment est-ce que tu fais pour te protéger des fonds d'investissement crypto officieux. Déjà, sur chaque site internet, il doit y avoir des mentions légales, et sur chaque entreprise, il doit y avoir une structure juridique. Donc s'il y en a pas, c'est un gros red flag. C'est pas parce qu'on est dans l'univers de la crypto et que c'est quelque chose de nouveau qu'on doit pas avoir de structure juridique. La structure juridique, c'est ce qui te protège. Donc s'il y a quelqu'un qui fait un tweet ou qui ouvre un groupe Telegram en te disant envoie cet argent là sur ce portefeuille crypto, considère que si tu l'envoies, cet argent là il est perdu, à tout jamais. Après, tous les fonds d'investissement crypto ne sont pas des arnaques, mais garde bien en tête que c'est pas régulé par l'État et que tu ne sauras jamais si c'est entièrement transparent ou non. Et pour moi, la crypto c'est un marché qui est beaucoup trop volatile et beaucoup trop risqué encore pour pouvoir passer par un intermédiaire qui te donne l'impression qu'il sait mieux que toi. Ce sont des personnes qui te disent qu'elles comprennent tout, mais qui utilisent des techniques de manipulation et de faux mots pour que toi tu te sentes obligé d'investir. Et ce que moi je pense, c'est que tout le monde est capable d'apprendre à investir en crypto. La preuve, moi j'y suis arrivée alors qu'à la base j'y comprenais rien. Et c'est pour ça que j'essaie de documenter au maximum mon aventure crypto dans la newsletter et sur mes autres réseaux, pour vous apprendre vous à mieux investir et pour vous donner les clés que moi j'ai découvertes. Si j'ai des nouvelles de l'enquête, je les partagerai sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, et en attendant, j'espère que cette enquête vous aura partagé quelque chose. C'était très important pour moi de partager ça avec vous, et je vous dis à très vite.